Salut, alors aujourd'hui on va faire un petit test technique en Java parce que ça m'a été un peu demandé de faire du Java. Et puis récemment en fait j'ai accompagné un client dans le recrutement d'une nouvelle recrue et ça a été quelque chose que j'ai bien aimé d'ailleurs. J'ai été amené à faire un test technique et donc je vais utiliser ce test technique là pour pouvoir un peu mettre quelques notions, montrer comment est-ce qu'on aborde un test technique, qu'est-ce qu'on attend d'un candidat qui passe un test technique. Donc on va faire du Java, mais pas que, on va aussi faire un peu d'accompagnement à la posture qu'on pourrait avoir dans un test technique. Alors comment le test technique se passe et comment il s'est passé. Dans un premier temps, ce que j'aime bien faire, c'est laisser le candidat avec le code pendant une dizaine de minutes. Alors je laisse un accès internet bien sûr, et en fait, ce que je fais, c'est que je lui donne ça. Donc, c'est un projet, comme on peut le voir, un projet Maven. Un projet Maven, ce qu'il y a de plus banal, hein. Ce qu'on a envie de voir sur ces 10 minutes-là, c'est qu'est-ce que le candidat va faire. Comment est-ce qu'il va aborder le projet. Alors, ce que je peux vous dire, c'est les erreurs qui sont commises fréquemment par les candidats et la manière dont on aimerait que ce soit abordé quand on fait un entretien. Tout d'abord, là, il y a un projet, donc il faut dérouler. On va dérouler. Ce qui est intéressant de voir dès le début, c'est que on a un main, mais on a aussi des tests. Et ici, on a des tests. On a donc trois classes de tests. Premièrement, on va regarder un peu le POM XML, voir quelle tête il a. On voit que dedans, il y a du JSON. Et on va regarder, donc il n'y a rien de spécial, hein, ce POM XML, donc on passe rapidement, on voit qu'il y a du JUnit, donc ok, il y a des tests. Ce que j'aime bien faire, c'est dérouler un peu tout pour voir qu'est-ce qu'il en est. Regarder le point d'entrée, donc le point d'entrée, c'est la méthode main, voir un peu ce qu'il y a dedans. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois que déjà il y a des commentaires, les commentaires vont être intéressants. Le test numéro, c'est Fizzbuzz Kata. Test numéro 1, Launch Fizzbuzz Kata, ou Fizzbuzz, Launch Fizzbuzz, voilà, avec un to-do qui est modifier la fonction pour couvrir les nombres jusqu'à 100. C'est simple, ici on voit que c'est une fonction qui va écrire en console, et le Fizzbuzz Kata, la première erreur à ne pas faire, et qui a été faite par un candidat, c'est de se dire, ok, Fizzbuzz, je sais ce que c'est, je commence à coder. Donc, le candidat, la chose qu'il a faite, c'est qu'il a commencé à coder. Mais le problème, c'est qu'il a inversé entre fizz et buzz. Il allait trop vite dans le code. Et l'une des choses qu'on n'aime pas, surtout quand on laisse un candidat pendant 10 minutes comme ça, c'est que, alors, c'est pas vraiment, on va pas le mettre out le candidat parce qu'il se lance vite dans le code, mais ça peut démontrer une il est un peu inexpérimenté s'il fait ça, parce que il a des tests ici. Donc pourquoi ne pas aller regarder les tests qui sont liés, qui ont le même nom, donc les Fizzbuzz tests. Et là on voit en fait qu'il y a des tests, qu'on a des tests qui doivent renvoyer quelque chose. Donc en fonction de ces tests-là, on voit que voilà, là il y a un test pour 3 qui doit renvoyer fizz, un test pour 5 qui doit renvoyer buzz, donc avec la fonction getFizzBuzz. Alors on peut la suivre avec un contrôle clic et on tombe là sur la fonction. Alors ici, la fonction elle est codée. Le but, c'est justement de modifier cette fonction-là. Donc là, c'est codé. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Le candidat, il a la chose comme ça, donc avec l'erreur. Il a la fonction avec l'erreur et il doit pouvoir lancer le code. Une des premières choses aussi, une fois qu'on a vu un peu comment se présente l'architecture, on comprend très rapidement que dans le launcher, il y a une deuxième fonction qui fait un deuxième test. Donc c'est cette fonction-là. On voit qu'elle crée un objet parsing et que cet objet-là, il a une fonction dedans qui parse une trame et qui doit donc renvoyer quelque chose. Alors on peut aussi aller voir les tests. Voilà, on a une trame comme ça.
Et cette trame, non, alors on a celle-ci, pardon, on a cette trame-là, qui est à la ligne 16, et on voit qu'elle doit nous donner un résultat en forme de JSON. On comprend un peu pourquoi il y avait dans le POM-XML la librairie Google pour faire du JSON. Ensuite, on a ici, toujours, donc on retourne dans notre classe principale, un troisième cas qui lui est commenté. Alors s'il est commenté, je l'ai commenté parce qu'au final, voilà, il y a une erreur. Si c'est décommenté, on voit qu'il y a une erreur. On voit ici, il y a une erreur, c'est une manipulation de date. Très rapidement, on voit que ça monte en intensité. Le premier test est relativement accessible à n'importe quel développeur. Le second, il demande un peu plus de manipulation de certains objets. Et le troisième, il est un peu plus complexe. On voit d'ailleurs dedans qu'ici, il y a un objet en plus. Donc on voit là qu'il y a un John Doe. On voit qu'il y a un objet. Et donc voilà, ça, on a une classe ici où il y a un objet, donc avec constructeur, getter, setter. Donc là, on commence à rentrer dans de l'orienté objet. La première chose à faire, c'est de... alors, je vais juste faire quelque chose dans mon FizzBuzz ici. Je vais lui faire afficher n'importe quoi. Hein. On va faire... Oula, un système, ça n'existe pas. Donc, un système... .println, on va lui faire afficher donc hello world, un peu comme ce qu'il y a déjà de présent dans la console. Et alors non, pourquoi il n'est pas d'accord? Oui, parce qu'il n'y a pas de return. D'accord. On va lui faire retourner nul, voilà. Et donc ce qu'on va faire, c'est que notre launcher, bon, on va tout sauvegarder et on va le lancer. Hop, on va le lancer comme une Java application. Et c'est donc celui-ci le point d'entrée. Donc on voit qu'on a le Hello World de la première fonction, on a un nul. On va voir d'où il vient après. Et on a une exception classique qui est de le dépassement dans un tableau. Donc en fait, là, on a à peu près une visibilité de ce qu'est le code. À ce moment-là, théoriquement, là je reviens. Et je demande donc à la personne qu'est-ce qu'elle a compris du code, comment elle va l'aborder, qu'est-ce qu'elle va mettre en place pour pouvoir le résoudre, etc. L'avantage, c'est qu'ici on a des tests. Alors, en milieu professionnel, on n'a pas toujours des tests. C'est une très bonne pratique d'avoir une bonne couverture de tests, etc. Mais dans la réalité, malheureusement, les tests, voilà, c'est pas forcément ça. Donc, ici, souvent certains négligent le test. Mais en entretien, souvent, il y a des tests parce que c'est fait un peu sur un modèle d'algorithmie. On veut un peu voir votre capacité à gérer l'algorithmie en faisant passer des tests, en répondant en fait à certaines... on vous attend, on attend de savoir comment vous allez faire pour résoudre un certain problème. Donc on sait quelle est la solution attendue, on veut savoir comment vous allez y arriver. Donc les 10 minutes sont passées, la personne, qu'est-ce qu'elle devrait faire? C'est dire, voilà, j'ai un test ici. Je vois que pour tester ma classe FizzBuzz ici, donc celle-ci, qui pour l'instant retourne nul, je dois faire passer ces trois tests-là. Donc, dans mon launcher, ce que je vais faire, c'est que je vais commenter aussi la deuxième fonction, donc le deuxième test. Et je me concentre sur le premier test. Ça, c'est très important. Un recruteur technique, il va énormément apprécier que le candidat sache bien compartimenter les briques. Là, en fait, on a une classe de test qu'il faut déjà faire passer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer ça en tant que test. Hop, alors, j'ai pas sauvegardé, donc je sauvegarde ça et je lance les tests. Ici, on va voir les tests. Ce qui se passe dans les tests, c'est qu'il n'y a aucun test qui passe, ce qui est normal, hein. On n'a rien codé pour l'instant. On doit couvrir le maximum de cas de tests pertinents. Ici, j'ai un test pour 3, j'ai un test pour 5 et j'ai un test pour 15. Pour couvrir le maximum de tests pertinents, il est possible
que la personne puisse tester des... En fait, ça appelle le candidat à voir est-ce qu'il n'y aurait pas des cas tordus et est-ce qu'il ne faudrait pas tester d'autres choses. Alors ça peut être tester le nul, ça peut être tester que en fait on veut avoir une fonction qui fait entre 0 et 100, donc on peut tester que c'est bien compris entre 0 et 100. Il y a beaucoup de choses, parce qu'en fait modifier la fonction pour couvrir les nombres jusqu'à 100, ça peut être à partir de 0. Donc on peut aussi ici implémenter un test au cas où c'est 0. Donc au cas où c'est 0, qu'est-ce qu'on renvoie puisqu'on renvoie ni fizz ni buzz, et que là c'est pour 15, on renvoie fizz buzz, qu'est-ce que ça va renvoyer? Donc tout ça en fait c'est des questions qu'on aimerait bien aborder lorsqu'on va échanger avec le candidat. Mais nous on va faire simple pour aller rapidement et pour pouvoir faire quelque chose de simple qui ferait passer le test technique, on va dire, de la manière la plus pertinente. Tout ça on peut l'aborder, mais vraiment dans le code, ce qu'on veut, c'est que bon, on a 3 tests, on a le 15, le 3 et le 5. Donc ce qu'on va faire, on va faire un truc tout bête, hein. On va répondre déjà au premier test. Alors, de manière générale, comment on voit que quelqu'un il a plus l'habitude des tests, souvent c'est que il prend les cas tordus avant les cas nominaux, ce qui est l'inverse du code sans test. Quand on code sans faire les tests, on va d'abord faire le cas nominal et ensuite on va s'éparpiller avec toutes les exceptions, les problèmes, etc. Alors que dans le test, on va essayer de tester tous les cas bizarroïdes et ensuite tester les cas nominaux. Mais ce qu'on va faire l'erreur. On va commencer et on va faire les tests dans l'ordre. Donc on va faire d'abord passer le test pour 3. Donc en fait c'est un truc tout bête, hein, c'est si fizz pour 3. Donc en fait ici, hop, on va faire return fizz. Ici. Là ce qui va se passer, si on lance le test, hop, le test pour 3 va passer. Donc le premier test va passer. C'est cool, le test passe. Maintenant, il faut faire passer le 5. Donc ici, pour le 5, en fait, il faut qu'il retourne buzz. Donc en fait, c'est pas non plus très sorcier. C'est si mon nombre qui est rentré en paramètre modulo 3 est égal à 0. Hop. On retourne fizz. Sinon, hop, on retourne buzz. Donc voilà, ça c'est un kata de TDD sur lequel j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne. C'est un kata TDD assez classique, assez simple pour apprendre le test driven développement et qui fait comprendre un peu comment est-ce qu'on peut couvrir avec des tests des fonctions. Donc là on a pour le 3, pour le 5 ça passe, ok, donc les deux cas sont bons. Maintenant il nous reste 15. Pour 15 en fait, le fizzbuzz, le kata fizzbuzz, et là on peut voir un peu si le candidat connaît le kata fizzbuzz, c'est que il renvoie fizz quand c'est modulo 3, il renvoie buzz quand c'est modulo 5, et il renvoie fizzbuzz quand c'est modulo 3 et 5. Là le test a été fait pour 15, parce que 15 est justement divisible par 3 et par 5. Donc là on va par exemple faire else if le nombre modulo 5 est égal à 0, on renvoie buzz. Et donc là, oups, on va faire exprès de faire comme ce que je disais tout à l'heure. Donc else, bon on va faire else if, ça va être plus simple. Si modulo 15 est égal à 0, on renvoie fizzbuzz. Là il va se passer quelque chose. Oui. Et par défaut, on renvoie. On retourne. On va mettre out of bounds. Voilà. Ok.
Ça, c'est le cas où c'est ni modulo, c'est ni un multiple de 3, ni un multiple de 5, ni un multiple de 15. Donc là, on relance les tests. Si on relance les tests, ce qui va se passer, c'est que le 15 va pas passer. Pourquoi? Parce qu'on attend FizzBuzz, mais on a Fizz. C'est normal parce qu'il est modulo 3 et modulo 5. Donc, quelqu'un qui est habitué au test va faire passer le test 15 avant. Donc, en fait, il va faire ça. Tout simplement. Hop. Il va tester d'abord modulo 15, puis modulo 3, puis modulo 5. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que tous les tests vont passer. Donc, on va faire passer les tests. Et donc là, on a tous les tests qui passent au vert. Parce qu'il teste bien que d'abord, il est modulo 3 et 5. Si c'est le cas, et ben en fait, donc on aurait pu écrire, on peut écrire modulo 15, mais on peut aussi écrire modulo 3 est égal à 0. Et petit copier-coller. Hop. Modulo 5 est égal à 0. Donc que les deux conditions soient vraies. Là, c'est beaucoup plus fidèle au kata FizzBuzz. Donc là, ça prouverait que le candidat connaît ce kata. Ok, donc on a passé notre première fonction. Ok, donc voilà, pas de souci. On a modifié par contre que la classe. Là, ici, on voit qu'on a un autre to-do qu'il faut modifier la fonction pour couvrir les nombres jusqu'à 100. Donc là, c'est un truc assez bête. Hein. C'est FizzBuzz get FizzBuzz de 5. Et nous, en fait, ce qu'on veut, c'est juste faire une boucle for. Donc on va faire for int i égale 0. Donc on part de 0. I est plus petit, donc on a dit égal, non, strictement inférieur à 100. I plus plus, et donc là, alors je vais mettre les accolades pour que ce soit un peu plus clair. Hop. On va faire system out println de la fonction getFizzBuzz, donc de l'objet FizzBuzz, de la classe FizzBuzz, pour le nombre i. Donc, ok, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va cette fois-ci non pas lancer le test, mais lancer directement le launcher ici, qu'on va lancer lui comme une application. Et donc ce qu'on va avoir, c'est FizzBuzz, out of bounds, fizz, out of bounds, buzz, fizz. Alors là, on a un problème. On a un problème parce que nos tests sont passés, parce que modulo 3, modulo 5, il renvoie 0, et donc en fait pour tous les autres, il renvoie out of bounds. Donc on est d'accord que là ici en fait ce qu'on devrait faire, c'est plutôt un truc d'appeler du genre renvoyer ni multiple de 3 ni multiple de 5. Allez, on va faire même mieux. On va retourner number. On va concaténer à ni multiple de 3 ni multiple de 5. Hop, comme ça au moins c'est plus joli, on comprend un peu plus ce qu'on fait. Donc là on lance, voilà, on voit que... Oh tiens, j'ai pas mis d'espace. C'est pas joli. Allez, on relance avec un espace. Hop. Donc on a FizzBuzz. Donc on a FizzBuzz pour 0. Ensuite, on a 1 n'est ni multiple de 3 ni multiple de 5, 2 n'est ni multiple de 3 ni multiple de 5, Fizz, 4 n'est ni multiple de 3 ni multiple de 5, Buzz, donc pour le 5, Fizz pour le 6, etc. Donc voilà, ça marche. Ça marche, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commenter celle-là, et on va décommenter la seconde. Alors la seconde, elle demande un peu plus de... donc on va fermer ça, on va fermer le FizzBuzz, et on va ouvrir les classes qui sont utilisées donc dans cette launch parsing ici. Donc on voit qu'il y a un objet parsing ici, on va voir ce qu'il y a dedans. On voit que dedans il y a une fonction parseTram, donc c'est bien celle qui est utilisée ici, qui prend en paramètre un string,
là, je vois quelque chose ici. C'est qu'il y a un JSON-Object qui est fait, mais qui n'est pas utilisé. Alors ça, c'est un... On va dire c'est une feinte pour le candidat, pour voir un peu qu'est-ce qu'il va faire de ce JSON-Object. Et donc, il retourne string.split, donc il va splitter la string, et il va retourner 3. C'est-à-dire le troisième indice du tableau qui est fait lorsque on split la string qui est passée en caractère. Alors cette string qui est passée en caractère, ici on la voit, elle est là. Ça veut dire qu'il va splitter sur l'espace. Donc on va avoir un tableau avec stpyro dans la position 0, id égale 63 dans la position 1, et vcer égale 8,9 dans la position 2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le launcher. Voilà. Et là, on voit qu'on a l'exception qu'on avait tout à l'heure. C'est si on regarde, en fait, ce qu'on a, c'est que là, on nous renvoie à la position 3. Or, le tableau, il a 3 positions. Donc, en fait, la position qu'on devrait renvoyer, si on veut renvoyer la dernière position, c'est la position 2. Ne serait-ce que de faire ça, là, ça devrait déjà résoudre voilà, le problème. Donc là, il nous renvoie bien la troisième position du tableau. Donc, puisqu'on commence à 0 en programmation, n'est-ce pas, on est sur le 2. Ici, cette trame, elle doit parser. Renvoyer une string en format JSON. Donc, c'est écrit ce qu'on doit faire. On doit prendre cette string et la renvoyer en format JSON. On a un test. On va voir le test. Alors, d'abord, on va l'ouvrir. Et on voit que ce test, donc, il a cette trame-là qui sort pour celle-là en entrée. Là, le test, en fait, si je le lance, il passe pas. Pourquoi? Parce que la fonction parseTram renvoie, donc on attend le JSON qui est là, ici, et la fonction renvoie, alors ici, voilà, on a une visibilité un peu plus, nous renvoie la position 3 ici comme ça. C'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut un JSON comme ça. Ce JSON-là, on a plusieurs manières de le faire. Soit on fait ça en prenant, alors comme le ferait par exemple un développeur un peu plus bas niveau, chacune des positions et ajouter à chaque fois un caractère, etc. Ou alors, on regarde qu'est-ce que c'est que ce JSON Object. On voit qu'en fait, ce JSON Object, c'est... alors ça, c'est la librairie hein, donc de Google, JSON. Je ne sais jamais si c'est JSON ou JSON, je pense que c'est JSON. Hein. Et en fait, cette librairie nous permet, donc ce JSON Object par exemple, on va regarder directement qu'est-ce qu'il nous offre comme possibilité. On voit qu'on peut ajouter dedans des propriétés et des valeurs. Ça, c'est pas mal. Parce que ici, ce string.split, on voit qu'il nous retourne, un truc. Alors là, je fais assez simple. Je ne parle pas de performance, etc. On va pouvoir me reprendre sur la performance. Ici, la string, quand je la split, ça va me renvoyer quelque chose. On va faire ça. On va faire pas à pas. On va faire string result. On va l'initialiser à rien. Le string.split ici, c'est un tableau. Donc, c'est un ArrayList de string. On va l'appeler tableau. Allez, on va l'appeler tab. Hop. Ici, il est donc égal à ça. Et alors oui, il faut importer D'accord, oui. C'est un tableau comme ça.
Spanner list, c'est un tableau, c'est pas un tableau dynamique, c'est un tableau statique. Donc ici, ce que je vais renvoyer, c'est, alors, pour pas qu'il y ait d'erreur, je vais parcourir mon tableau. Donc on va faire un for. Alors ça, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça se passe, hein. Donc i est plus petit que la longueur donc, de tab. Hop, length, i, on va l'incrémenter. Et là, ce qu'on va faire, c'est que résulte, on va lui ajouter l'index sur lequel on est du tableau. Et on va retourner le résultat. Ok, donc on va relancer le test. Je ferme ça. Donc là, le test, dans mon test, qu'est-ce que j'ai? Hop. On pourrait le voir peut-être en faisant ça. Si je rajoute un saut de ligne, c'est peut-être un peu plus pertinent ce que je veux vous montrer. Hop. Je relance le test. Voilà, c'est que ici, voilà, j'ai un tableau avec 3 éléments. Et donc en fait, ces 3 éléments-là, je vois que c'est les valeurs de mon objet ici. J'ai ici le ID Pyro qui est pris pour le ID, et j'ai dans état batterie, c'est VCUR. Donc ça, c'est des choses métiers, hein. Mais on voit bien, alors j'ai vraiment pris des trucs métiers concrets, j'ai pas changé, c'est histoire de vous montrer un peu aussi comment ça se passe chez des clients. Donc voilà, on a un identifiant d'un certain objet qui a une batterie et on a l'état de sa batterie, et on reçoit une trame, donc ça c'est typiquement de l'IoT, on reçoit une trame avec des données sur cet équipement. Donc on a un type de trame, qui pourrait être aussi type équipement, et on a en fait la première partie. Donc en fait ici, ce qu'on pourrait déjà faire, c'est dans notre JSON Object, parce que c'est lui qu'on va envoyer au final, dans notre JSON Object, on va pouvoir ajouter ici une propriété qui est donc celle-là, non, celle-là, pardon, type trame. Donc le type trame, et la valeur c'est, donc on est d'accord, de notre tableau. Alors pour que ce soit plus lisible, on va d'abord faire le tableau ici. C'est le premier indice du tableau. Donc ce premier indice de tableau ici, c'est lui, hop, qui correspond donc à ça, à STPyro. Alors c'est pas add, c'est add property, je crois. Voilà, alors voilà, j'ajoute une propriété. Cette propriété là, c'est la première propriété de mon objet. Donc type trame, il va y avoir ça. Alors on remarque ici en majuscule, ici en minuscule. Donc on laisse ça pour plus tard. Ici, on va avoir un ID ici qui est égal à 4. Ça va être la property. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que dans notre objet, ce qu'on va vouloir ajouter ici, c'est le tab, donc la position 1, mais ce qu'on veut, c'est la deuxième chose après le égal. Donc en fait, on va refaire la même chose, on va splitter, mais seulement on va splitter en mettant comme élément, non plus l'espace, mais le égal. Et de ce tableau-là, de ce split, on veut plus... on veut en fait la position qui est après donc la deuxième position. Donc c'est le 1. Et pour ce qui est la troisième propriété, c'est exactement la même chose. Alors là, j'ai pas bien appelé ce qu'on veut comme propriété, c'est ID Pyro. Là, c'est état batterie qu'on veut. Et ça va être exactement pareil. Mais dans l'autre tableau, ça va être la dernière chose qui nous renvoie ici. On veut donc le 5,10. Donc le truc qui est après le égal. Et là, en fait, on va plus renvoyer résulte.
Donc on va virer tout ça qui était... On va juste renvoyer le JSON object. Et là, on a quelque chose qui semble propre. Par contre, ici, on voit que là, et on voit une string. Donc j'ai une erreur. Donc mon JSON object, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre toString. Et en renvoyant ça, si je refais passer mon test, hop, il me dit le test ne passe pas. Alors pourquoi il passe pas? Parce que justement, voilà, c'est ça. Là, on l'a en majuscule. Donc ici, mon tab, donc 0, hop, il est en tout lowercase. Et je relance mon test. Alors, je referme cette fenêtre-là parce qu'elle ne se rafraîchit pas malheureusement. Et donc là, j'ai encore un souci qui est que mon ID Pyro, ID Pyro 2.4, pourquoi ça passe pas? Ah, je crois qu'il y a un espace en trop. Non. D'accord. Il y a un espace en trop parce que... Pourquoi je n'ai pas d'espace? Ah oui, c'est parce que dans le test, il y a un espace. Oui, donc en fait, c'était bien mon erreur. Dans les tests, j'avais pas d'espace à mettre après les virgules entre les objets. Donc voilà, c'était une erreur dans le test. Pour le coup, c'était moi qui avais fait cette erreur-là. Je sais pas pourquoi je l'ai pas corrigé. Donc voilà. Le fait est que, pour le coup, d'ailleurs, ça aurait été plus simple d'utiliser pour mon JSON de résulte un objet plutôt qu'une string formatée en JSON. Et donc maintenant, pour le coup, une fois que j'ai enlevé mes espaces, si je refais passer mon test ici, mon test va passer. Donc il passe, tout est vert, etc. C'était qu'une histoire d'espace. Le but d'avoir ressorti ce test technique que j'ai fait passer, c'était de vous montrer un peu rapidement le langage, comment ça se passe, le test technique, comment est-ce qu'on peut l'aborder, etc. J'aborde pas le troisième, le troisième, le launch date utils, parce qu'il y a de la manipulation de date, c'est quelque chose qui est un peu, en plus il y a des fonctions obsolètes, ce genre de choses. C'est vraiment pas le test sur lequel j'attendais moi le candidat. Donc voilà. Il y a ces deux tests-là, donc on a fait passer ces deux fonctions-là. Voilà comment un peu est-ce qu'on peut voir le test technique, comment est-ce qu'on peut l'aborder. Et c'est parce que moi j'ai fait ça parce que je trouve que les meilleurs tests techniques que j'ai passés, et que j'ai pu faire passer d'ailleurs, c'est des mises en situation. À partir du moment où la personne est en situation, qu'elle a accès à Internet, qu'elle peut aller chercher, qu'elle peut aller regarder, qu'elle est dans un environnement déjà cadré, qu'elle peut s'épanouir dans son code, c'est beaucoup plus probant et parlant qu'un test technique purement théorique sur de la théorie qui au final ne sera jamais utilisée. Là, pour le coup, voilà, c'est des choses qui sont utilisées, qui sont utiles à connaître, etc. Donc, n'hésitez pas à me dire si ce format-là vous a plu, si des vidéos techniques comme ça, ça vous plaît, si le niveau est un peu trop haut ou peut-être que le niveau, à contrario, est trop bas. N'hésitez pas à me le faire savoir, comme ça moi je m'équilibre et je m'adapte à ça. N'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces bleus aussi, à liker la vidéo parce que bah, moi ça m'incite à en faire plus et ça donne de la visibilité au contenu. Donc n'hésitez pas à faire ça, restez connectés. Je pense qu'il va y avoir aussi pas mal de nouveautés au niveau des vidéos techniques par rapport au projet Un mentor pour tous dont je vous ai parlé un peu plus avant sur la chaîne là. Ce projet-là, il commence vraiment à décoller au niveau du fonctionnel. Là, on passe sur le technico-fonctionnel. On va passer dans le code et là, il va y avoir
Je vais vraiment faire profiter donc il y a une vidéo qui va paraître sur tout ce qui est le kick-off du projet. Et ensuite, je vais balancer des vidéos sur du coding, quitte à faire des lives, des choses comme ça. Ça peut être assez intéressant de faire ça tous ensemble, qu'on puisse tous progresser ensemble. Et je vous dis, portez-vous bien, à la prochaine vidéo. Ciao.